sommes ici, au fleuve Congo Hôtel, du 15 au 17 décembre 2025, pour le colloque agricole d'échange d'expériences entre les organisations de la société civile, les experts, les acteurs, actrices politiques sur la problématique de la relance agricole et la sécurité alimentaire en période de fragilité, avec comme but de contribuer au programme au renforcement de l'économie rurale inclusive où les hommes et les femmes participent de manière égale à améliorer la durabilité de l'agriculture dans un environnement pacifique en République démocratique du Congo grâce aux actions de plaidoyer et de mobilisation pour un dialogue inclusif. Nous avons ici l'honneur de prendre la parole au niveau de cette tribune pour vous dire de notre profonde gratitude pour avoir répondu favorablement à notre invitation et vous souhaiter la bienvenue à la première édition du colloque agricole d'échange d'expériences entre les décideurs politiques, organisations de la société civile, experts et scientifiques sur la problématique de la relance agricole et la lutte contre la faim à période de fragilité. La RDC était cadeau de Dieu au monde et en Afrique, de par ses terres arables, avec une fertilité naturelle incommensurable, mais il ne cesse d'être compté parmi les pays à situation de sécurité alimentaire et à dépit des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires. Représentants des organisations de la société civile, distincts invités, c'est un honneur, au nom du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine des COSOC, de prendre la parole devant vous à l'occasion de cette cérémonie officielle de lancement d'un événement majeur où se rencontrent la volonté politique, l'expertise scientifique et la force citoyenne. Un événement dédié à un enjeu vital pour notre continent, la relance agricole et la lutte contre la faim en période de fragilité. La tenue de ce colloque ici, à Kinshasa, n'est pas un simple choix logistique. C'est un symbole fort, un message clair indiquant que l'Afrique choisit de réfléchir, de décider et d'agir depuis son propre cœur, avec ses propres forces, afin d'assurer à chaque famille le droit fondamental à une alimentation suffisante et stable. Mesdames et messieurs, notre continent fait face à une série de défis croissants. Changement climatique, instabilité des marchés, fragilité politique, conflits et baisse de la production agricole dans plusieurs régions. C'est précisément pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour transformer les échanges en actions, les recommandations en programmes concrets et la connaissance en résultats tangibles qui profitent d'abord aux petits agriculteurs, à la femme rurale et à tous ceux dont la voix est trop souvent ignorée, que nous souhaitons voir se renforcer, se pérenniser et se développer dans d'autres pays à travers le continent africain. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au gouvernement congolais pour son accueil et son appui, ainsi qu'à tous nos partenaires pour leur engagement constant. Au nom de Madame, Son Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement qui devait ouvrir le colloque, Monsieur le Secrétaire Général, à vous le mot et l'ouverture du colloque. Je tiens, au nom de Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, nous avons l'insigne honneur de prendre la parole du haut de cette tribune pour vous dire notre profonde gratitude pour avoir répondu favorablement à notre invitation et vous souhaiter la bienvenue au colloque agricole d'échange d'expériences entre les organisations de la société civile, les experts scientifiques, les actrices et acteurs politiques sur la problématique de la relance agricole
et la lutte contre la faim en période de fragilité. Nous vous avons choisi pour donner des pistes, des solutions. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. On parle de réchauffement de la planète. On parle de 80 millions de terres arables. On cite que les rendements de production des filières agricoles sont faibles. La malnutrition, cette année, le rapport d'AFPC le donne à 26,600 millions de Congolais vivant en insécurité alimentaire. Sommes-nous prêts à inventer la nouvelle gouvernance du secteur agricole? Sommes-nous prêts à donner les pistes de financement du secteur agricole? Sommes-nous prêts à donner accès aux produits agricoles de la RDC au marché intérieur et extérieur? Sommes-nous prêts, à partir de la coopération internationale, de relancer notre secteur? Distingués participants, chers experts, nous avons voulu réunir ici les experts qui vont réfléchir et donner des pistes de réflexion. Merci, Monsieur le Secrétaire Général.
sera la photo des familles comme on l'a dit. Et après, nous allons observer une pause café. Et nous allons rentrer pour commencer avec l'introduction de son Excellence, Monsieur le ministre, qui sera donnée par Monsieur le secrétaire général à l'agriculture et sécurité alimentaire. Et après, nous allons commencer le panel. Excellence, Madame l'ambassadrice de la culture africaine, à vous la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis Princesse Ngamba, ambassadrice de la culture africaine, particulièrement autour de l'identité de la femme sur sa chevelure. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler du relance agricole. J'aimerais, avec tous les respects, nous interpeller sur un aspect très important. Comment relier l'agriculture à la culture? Quand la terre nourrit l'identité, l'agriculture, la culture, la souveraineté capillaire. Excellences, Madame et Messieurs, chers ambassadeurs, quand une nation parle de relance agricole, elle parle de sa survie. Mais lorsqu'elle relie la terre à la culture, elle parle de l'avenir. Mais la terre ne nourrit pas seulement les corps, elle nourrit aussi l'âme, la mémoire, l'identité de tout un peuple. La terre jaillissent les aliments qui contribuent à la santé des êtres humains, mais qui va au-delà de la santé et de l'agriculture du sol. Permettez-moi de poser une question. Que faisons-nous lorsque la richesse de notre sol, lorsque nos cheveux, symboles profonds de notre identité, continuent à être exposés aux produits importés chimiques qui détruisent la santé des enfants, des femmes et des hommes? Nos cheveux ne sont pas un détail. Ils sont une couronne. Elles rencontrent notre histoire, d'où nous venons et ce que nos ancêtres ont vécu et ont survécu. Et pourtant, nous avons laissé installer une dépendance qui a failli détruire l'agriculture, détruire l'artisanat et détruire notre identité. Il est temps, chers opérateurs culturels, chers économistes, de porter un regard soutenu à la valorisation et à l'identité de la culture africaine. Chers amis, pour réduire les déficits, vous devez avoir la semence qui nous permet de relancer la production. Ce pays-là, au moment où je vous parle, est en déficit de semences. Comment vous allez réduire les déficits tant que vous n'avez pas réussi le combat de la semence? Le combat de la semence passe par le circuit de la semence, de base, de pré-base, jusqu'à la semence commerciale, en passant par la certification par les sénaciens, et cette chaîne jusqu'aux agri-multiplicateurs. Cette chaîne souffre. Elle souffre de sa réglementation. C'est ça le point de jonction avec un point que j'ai cité, la gouvernance du secteur agricole. La gouvernance ne passe que par des textes. Et la gouvernance veut que nous ayons une loi sur l'activité sémencière. Nous aurons cette guerre agricole tant que nous n'avons pas des élémentaires. C'est comme ça que nous avons dit, nous nous lançons dans l'agriculture, dans la révolution agricole agressive. Qui dicte les lois, qui les promulgue? Nous avons retiré
tout ce qui est de projet de loi qui traînait au Parlement. Nous sommes revenus avec, on nous a toilé, nous sommes rentrés. Il faudra gagner cette bataille de projet de loi. Si nous ne gagnons pas la guerre de frontières, elle est perdue. Celle-là n'a pas de missiles sur le sol, n'a pas de drone. Vous voyez, l'axe de la révolution agressive, la semence. Vous avez connu des CAPSA, centres d'adaptation. On a dit qu'on a choisi un centre dans chaque province. À l'instar des CAPSA Goto, on essaie d'avoir tous les services dans les CAPSA. Nous ne pouvons pas nous regarder en train de penser que nous allons gagner l'agriculture tant que nous n'avons pas gagné la guerre de la semence. Ce n'est pas le temps de vérifier ce que vous donnez. Mais au niveau international, nous avons mis des verrous. Cette guerre, nous allons la gagner. Bonjour chers tous. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Nous sommes coopérative agricole et d'élevage. Je suis ambassadrice de la paix agricole en RDC, dignitaire d'État, et le chef de l'État nous a donné les médailles d'or par rapport à cela. Qu'est-ce qui a fait cela? Nous avons organisé nos communautés locales autour des sites miniers dans les coopératives agricoles. Et aujourd'hui, nous avons cette saison ici, nous sommes arrivés à 4200 hectares. Et chaque ménage a le minimum de produire 1 hectare. Et cela se passe par un remboursement. Donc c'est un crédit parce qu'on s'est organisé en coopérative, c'est un crédit et la culture de production est déjà là et notre population elle est productrice. Merci. S'il vous plaît, avec 1,5 hectare, comment réduirons-nous le déficit en céréales, maïs, riz de 8 millions de tonnes? Il faut réduire cette charge. Sur l'agriculture à période de guerre, où aujourd'hui, sur les frontières, au niveau de la province d'Antivu, nous assistons à un phénomène qui dénote réellement qu'il y a un problème et il y a besoin de travailler pour que la quiétude revienne. Parce que actuellement, il y a un accès difficile au champ par les agriculteurs à cause de l'implantation des bandes et groupes armés dans différentes contrées servant d'espace champêtre. Deuxièmement, la concurrence déloyale des produits made in pays de l'agression. Les tomates, les choux qui ont été d'une très bonne qualité chez nous ne sont plus facilement accessibles, mais on nous impose des produits qui viennent après avoir été, disons, cultivés avec la mécanisation la plus rapide. Il y a des engrais qui sont imposés et le déversoir agricole devient les villes et les cités qui sont riveraines du Rwanda, pour ne pas les citer. Nous avons également faisons face à un accaparement des terres. Toutes les personnes détentrices des terres agricoles se voient chasser de ces terres parce qu'il y a des nouveaux occupants qui doivent venir pratiquer leur agriculture afin d'enrichir, on peut le dire, les made in pays externes. Dans à la commercialisation des productions locales, des produits phytosanitaires qui sont utilisés dans les zones des mines collines. Et ça devient un véritable problème. Nous, on ne sait pas faire face aux différentes maladies qui peuvent attaquer notre agriculture.
Merci, monsieur le modérateur. Je viens de me présenter tantôt, mais ici, je voulais parler de qu'est-ce que nous pouvons faire pendant cette période. Ça nous concerne tous, les parties prenantes que nous sommes ici. Du côté de l'État congolais d'abord, étant notre papa, notre patron, il a la responsabilité d'appuyer significativement les zones non occupées pendant cette période. Ces zones-là vont faciliter et disponibiliser en grande quantité la nourriture. Le secrétaire général vient de parler de beaucoup de choses par rapport au risque et menaces du Rwanda. La même chose dans les Haut-Katanga, dans les Lualaba. Quand vous êtes dans les Haut-Katanga, tout vient de la Zambie. Tomates, oignons, les ceci, les ceci. Et nous sommes une zone minière où on est envahi par des créseurs. Et ces créseurs artisanaux, vous savez qu'il y a tout le monde là-dedans. Il y a les déserteurs, il y a tout celui qui n'a pas d'emploi. Donc vous avez deux menaces. Maintenant, si vous les aidez, vous nous refusez à nous donner des lois. Et on vous a envoyé au Parlement pour nous donner des lois. Donc on va vous considérer des complices. On a besoin de la loi sémentielle. On a besoin de la loi sur les cadastres agricoles. Parce que le code minier prime sur d'autres codes en RDC. Aujourd'hui, vous avez parlé de 80 millions de terres arabes. Le secrétaire général vient de parler. Mais je ne pense pas qu'il y a un expert ici dans la salle qui peut nous le montrer, ça se trouve où. Mais si nous avons notre cadastre agricole, ça va nous permettre d'abord, nous paysans, qu'on est en train de ravir nos terres parce qu'on va te dire que tu n'as pas de titre. Moi, paysan tel que je suis, je ne sais pas aller affronter les cadastres fonciers parce que le paiement qu'on nous impose là-bas, pauvre, misérable que je suis, en tant que paysan, je suis attaché à la terre de mes ancêtres, je n'arrive pas à avoir de titres. Et au moment de la délocalisation, on va commencer à te demander, la loi ne peut pas te couvrir parce que tu n'as pas de titres, tu n'as pas ceci. Alors, chers honorables, pour ce premier jour, parce que je ne sais pas si demain après-demain on sera avec vous, et comme le président de la société civile est là, il y a même d'autres recommandations qu'on a eu à produire il n'y a pas longtemps sur les colloques sur la paix et les accords de la paix. Veuillez nous aider, nous voulons la paix. Et nous les agriculteurs, notre part, nous vous rassurons, la population congolaise, elle est productrice. Ce que je vous parle ici, c'est une réalité. Dans une zone minière, vous trouvez un agriculteur qui vous fait 1 hectare des champs. Et aujourd'hui, on a des réserves dans le village. Et en passant, le ministre d'État est parti voir ces paysans-là. La période où il a circulé chez les grands fermiers, il n'y avait même pas une graine de maïs, mais il a trouvé chez le paysan qu'il y avait les disponibilités. Donc nous sommes capables de produire, nous, population congolaise, et nous avons besoin de l'appui du gouvernement, de concrétiser nos tests qui sont disponibles, de mettre beaucoup de moyens pour la production agricole. S'il ne le fait pas, donc lui-même il est complice de tout ce qui se passe. Ce n'est pas seulement la guerre de minerais qu'on est parti négocier aux États-Unis, mais il y a aussi la guerre et une grande guerre de la ventre. Merci. Si vous avez déjà quelque chose qui a été fait, je peux déjà commencer, parce que nous commençons déjà les vacances dès ce soir. Et j'ai la possibilité même de poser ça pendant les vacances. Et on regarde, comme je suis membre du bureau du FETEL, je peux tout faire pour que cela soit examiné lors de la session du mois de mars. Aujourd'hui, les matériels agricoles sont exonérés. Il y a beaucoup d'avantages, mais on ne comprend pas pourquoi les gens ne s'intéressent pas. Alors on s'est dit, si cet article-là passait, est-ce que ça ne poserait pas de problème? Je sais qu'on va en discuter au niveau de la plénière, mais on s'est dit, si on mettait ça, personne ne viendrait investir ici. Les Congolais même n'investissent pas dans les secteurs. Regardez, il y a des Congolais qui ont de l'argent. Combien de Congolais investissent dans les secteurs de l'agriculture? Il n'y a pas longtemps même, je viens du Brésil. J'étais étonné que le Brésil, c'est la 4e puissance agricole du monde, et le Brésil a les mêmes climats que nous. Donc nous pouvons même concurrencer le Brésil et même exporter. Or, quand vous regardez, je suis aussi ancien ministre de l'Agriculture, donc c'est pour moi vraiment la passion. Moi-même, je suis planteur agriculteur. Mais est-ce que les Congolais s'intéressent? C'est ça l'inquiétude de l'extraterre qui est. Si vous pouvez nous rassurer aujourd'hui que vous avez des Congolais qui peuvent s'intéresser, on le ferait.
on risque d'avoir une loi où les étrangers diraient non, non, nous ne pouvons pas investir là-bas parce que nous n'avons pas la majorité. C'est ça le vrai problème. C'est justement ça, honorable, c'est que la loi à l'état actuel bloque l'acquisition des terres, donc c'est le Congolais qui doit avoir la part majoritaire. Ces experts, ça c'est de un. De deux, cible ceux qui travaillent la terre en vérité, pas en snobisme, pas en snobisme. Vos textes, je m'insurge contre eux. Moi, je suis juriste de formation et praticien. Aujourd'hui, peut-être que dans la salle, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas parce que le Congo ne cultive pas le devoir de mémoire. Moi, je suis celle que vous avez connue comme première femme ministre de la Justice. Mais aujourd'hui, je m'intéresse à la terre. Il y a eu un panel, un sommet à Durban sur l'eau. Il faut que ces travaux soient globaux. Je n'ai pas entendu où l'on a amené le ministère de la Santé. Les nutritionnistes doivent être là. Où est nos amis qui font entrer les aliments avariés? L'OCC doit être à la base. Ici. Mais non. Tous ces gens qui achètent nos terres sous l'étiquette des Congolais, ils sont étrangers. Moi, quand je viens ici, consultant en sciences notariales et en sciences juridiques, je cherche des Congolais qui peuvent faire le joint venture avec des étrangers, je n'en trouve pas. Monsieur de la fait, je suis content que vous soyez là. Il faut interroger, c'est global. Ça ne doit pas être comme ça. Pour un sujet aussi important, la salle est presque vide. Pourquoi? Les Congolais ne veulent même pas cultiver. Moi, je me donne aujourd'hui en tant qu'agriculteur indépendant de développement. Les Congolais veulent faire la politique. Moi, j'ai fait la politique. J'ai participé aux 3 pouvoirs. Législatif, exécutif et judiciaire. Mais je suis devant vous, dans cette salle, comme agriculteur. Est-ce que les Congolais me connaissent? Quelques-uns, merci. Ceux que vous ont côtoyé vous connaissent. Vous voyez, il faut aimer la terre. Il faut sensibiliser. En droit, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que vous vulgarisez des lois? Cette loi sur les principes fondamentaux de l'agriculture, qui la connaît? Comme les Palestiniens, défendons la terre, aimons-la et apprenez l'amour de la terre. À tous les Congolais, depuis le jeune âge, la terre nous porte. Dites à tous les pasteurs, pas la prospérité, l'évangile de la prospérité, non au Congo. Il faut travailler. Exact. Les Saintes Écritures nous disent, si vous ne travaillez pas, ne mangez pas. Tout simplement. Ne mangez pas. Et Dieu nous a donné la terre. Quand je demande aux gens, venez-nous vers la terre, ils font ah, mais c'est la terre qui nous porte. C'est la terre qui nous nourrit. Et c'est la terre qui nous recueille. Dernière demeure, c'est où? C'est dans la terre. Exact. Vous êtes poussière, vous rentrerez dans la poussière. Aimons la terre. Ne faites pas ces travaux de manière sélective. Ça doit être global. Intéressez tous les ministères. Que tous les ministres et les députés s'asseyent. Qu'on aille chercher une plus grande salle. Qu'ils comprennent c'est quoi. C'est la terre. C'est pour la terre qu'on meurt là-bas à l'Est.
Et aujourd'hui, j'ai aimé ce que le secrétaire général a montré. La guerre biologique, elle est plus grave. Plus grave. Les mouches blanches entrent. J'entre aujourd'hui dans les avions, je vois les blancs faire ça. Ils jettent où? Pour tuer les moustiques que nous amenons. Hein. Mais il n'y a pas que les moustiques. Les virus dont on a parlé tout à l'heure. Ils entrent. Le manger, les nutritionnistes, cherchez-les, qu'ils enseignent aux Congolais comment manger sain et équilibré. Et pas manger les croupions de dinde. Comme gris partout, ça sent bon, mais ça donne quoi? Aujourd'hui, le principe c'est dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Tu manges du sucre, tu es diabétique. Tu manges du sel, tu es hypertendu. Tu manges beaucoup de graisse, tu as le cholestérol. Et le cholestérol amène le diabète et l'hypertension. Qu'on apprenne comment manger nos ancêtres qui sont morts pour nous détecter les champignons venimeux et ceux qui ne le sont pas. Cherchez les pharma, ceux qui font la pharmacie, la pharmacologie. Les Congolais se débrouillent pour transformer, mais Dieu de miséricorde, aidons-les, soutenons-les. Merci, le plaidoyer est passé. Est-ce qu'on peut applaudir l'excellence, Madame la ministre honoraire de la Justice, la première femme à occuper ce poste, mais qui aujourd'hui s'est convertie à l'agriculteur. Elle n'a même pas voulu parler d'agricultrice. Je préfère que ça reste masculin, l'agriculteur. Et son message est fort. Nous devons tous, alors tous, nous mobiliser pour défendre notre souveraineté alimentaire. Madame, Excellence, doit vous dire que l'OCC, comme tout établissement public, connaît ses faiblesses, mais aussi des faiblesses qui sont liées à tout un système. Nous, à Louf, par exemple, dans ce qu'on appelle le Loufouk, quand vous allez à Goma, il y a les Chora Chora, quand vous allez à Nituri, il y a les Pagnarotes, et des points de passage des frontières non contrôlées. On passe les véhicules et les produits, et l'OCC n'a pas la possibilité de contrôler ces frontières, qui avaient compris plutôt que ce sont eux qui n'avaient pas encore compris ce qu'on appelle le RECOS. Bref, le RECOS est un régime du commerce simplifié qui est reconnu par l'OMC, qui concerne les deux pays voisins et qui consiste à échanger des biens produits dans la zone et puis des biens qui n'ont pas fait l'objet d'une transformation poussée au niveau des usines. Et puis ces biens-là doivent être bien connus, listés, et les deux gouvernements doivent s'entendre sur ces biens qui doivent faire l'objet d'une RECOS, et en valeur, ils ne doivent pas dépasser un certain seuil, notamment $500. Mais aujourd'hui, les commerçants verraient qu'est-ce qu'ils font, même pour les produits qui sont, qui peuvent faire l'objet du régime de RECOS, mais qui sont livrés en grande quantité. On s'arrange pour qu'on les fasse traverser plusieurs fois. Vous allez voir quelqu'un qui va faire la douane mais 10 fois par jour, sous prétexte qu'il fait pratiquer les RECOS. Alors qu'il devrait faire seulement une seule rotation par jour, mais il va faire 10 rotations, et pour chaque 10 rotations, ça fait $500, 500, on finit, c'est $5 000 qu'il aura fait passer, qu'il aura importé en respectant ou en contrôlant la DGDA. Voilà donc le travail qui s'est fait, et comme je le disais, j'ai été pris à pied levé, mais sur des matières que nous traitons régulièrement, et je crois que là-dessus, si des questions sont à votre disposition. Monsieur le modérateur, je suis Jacob Mbelongo, je suis ministre provincial en charge de l'agriculture de la province de Kassai-Togo. Comme conseiller, je suis vraiment intéressé par rapport au thème que vous avez abordé. J'ai l'occasion d'interpeller tout un chacun pour que nous en mettions au travail, pour que nous ayons, qui est la compétition.
Ils envoient, nous envoient aussi. Nous allons seulement exporter, nous allons seulement importer, et ça demande au Congolais d'exporter aussi. Voilà un peu mon intervention. Avoir une idée sur les produits au niveau transfrontalier. Dans les cas de commerçants, c'est-à-dire que parce que nous sommes dans tous ces groupes économiques. Merci. Ça, c'est la défaillance des services qui travaillent aux frontières. Donc, l'OCC également qui dépend du ministère du Commerce extérieur. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen qu'il y ait un rappel à l'ordre à tous ces services-là? Mais les petits là commerçants, que vous voyez que ce sont les petits commerçants qui sont concernés par ces régimes, mais ils doivent être identifiés. Il y a un service qui identifie ces petits là commerçants. Est-ce qu'il est arrivé parfois de pouvoir demander à ces petits commerçants-là leur identité commerciale? Ils doivent avoir soit une patente, soit un numéro d'identification nationale. Pourquoi on ne leur demande pas? C'est par là que nous proposons de renforcer les mesures de contrôle au niveau des postes frontaliers. Et rappeler à l'ordre tous les services qui sont habilités aux postes frontaliers. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je m'appelle Maître Nina, je suis experte en entrepreneuriat. Je collabore avec des organisations de la société civile dans le cadre de l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs. Ici, j'ai été choquée, vraiment très gênée, de savoir que j'habite un pays où on est frontalier avec 9 pays, mais c'est toujours la même chanson que nos frontières sont poreuses de tous les côtés, au point où on se demande si à un moment donné, on parlera même encore des frontières. C'est pourquoi je m'en vais poser la question de savoir quels sont les préalables qui ont été mis en place par l'État congolais pour accompagner cette réforme ou cette stratégie. Je me réponds au nom de Madame Espérance Mouimouaka. Je suis femme paysanne. J'aime bien parler des femmes paysannes parce que quand on parle des paysans, le paysan c'est l'homme du pays. Hein? Même si on parle de l'agriculteur, mais moi je pense que quand je dis paysanne, je me retrouve parce que je suis l'homme du pays, mon pays, le Congo. Alors, je suis la présidente nationale des producteurs agricoles du Congo, la CONAPAC. Aujourd'hui, je reste dans les Mayombe profonds, à Lukula, promotrice d'une association pour la promotion de la femme il y a 35 ans, que je mérite pour... Quel CV ouais. 35 ans, allez-y. Ouais. Alors, j'aimerais bien parler même en langue locale. Je ne sais pas si vous pouvez m'autoriser de parler en langue locale parce que, en tant que la langue locale, c'est laquelle? Lingala, par exemple, aujourd'hui. Donc, langue nationale. Langue nationale. J'ai des langues nationales. Parce qu'on a dit local, j'ai très peur. Non, des gars qui ont Guillaume, ça sera très grave. Alors, si vous parlez à Lingala, je vous garantis qu'il y a 80% des gens qui peuvent vous écouter, les conseillers peuvent vous écouter. Donc, l'Assemblée vous l'autorise à parler à Lingala? Merci. Merci beaucoup. Allez, bon, ok. Beta Lingala. Nalobi Boye. Ok. La première des questions, c'était par rapport à notre député. Lingala, Loba Lingala. D'autres Lingala, Lingala. Français. Nazoya pour le français, donc comme Lingala ici, en tout moment, je prends le français, maintenant c'est le français qui vient maintenant. Oui, allez-y, Lingala. Donc, Nayoka qui notre député, Aloba qui n'a biso vraiment apporté garant pour accompagner biso. Mais Nayoka qui yo moko tango zaki koloba likambo etali likambo ya loi na biso, il fallait quand même article 16 parce que bato bazo sala te ba congolais c'est comme ça qu'on est depuis longtemps. Moi ngai nazara qui na parlement tango loi wana ezaki kosaka ça 6 mois comme parlementaire debout pour accompagner cette loi là pour que la garantie ya biso ba congolais ezala na article 16 wana ezala kawana. Alors chaque fois ça revient. Je me pose la question, est-ce que biso ba congolais tozo salela article wana te to sala ki ke vraiment protection ya mabele na biso. Na yoki notre directeur Afrique. Honorable excellence le ministre honoraire a lobby bien que to lingi nini vraiment
Tant tozoloba soki bato yango bazoya po bazwa kaka 60% wana. Pona nini biso toyebi valeur ya mabele na biso te, valeur ya mabele na biso coûte combien? Parce que après avoir vendu mabele yango na monta wana bozoko lobaka awa, si manango yo okomi homme sans terre. Mais est-ce qu'il est-il pas possible que la loi oyo amendement total la partenariat gagnant? Pourquoi on veut seulement changer cet article? Bon, partenaire, politicien nyoso, tu as bon bazana Congo, tozo mona ndenge bozo matisa étage par-ci par-là. Pourquoi ne pas mettre aussi une loi qui dit que quelqu'un ne peut pas construire un bâtiment comme ça sans qu'il puisse montrer aussi une ferme qui devrait nourrir les Congolais? Moi je pense que tout ce qui est amendement de cet article-là, pour moi, malgré Bazobunda, étranger en banane, parce déjà dans la ferme, wana, oyo biso bazobenga na kabiso. Étranger en ferme, bazana yango na ba terrain. Bamizwila yango déjà biso ayant droit toza na capacité te ya kokota sur na mabele wana tunanga banane boyebi bino moko bango banane boyebi bango bino moko boyebi bango oyo basakapare mabele nyonso na ba province nyonso en dehors ya bamindele mais oyo ba voisin boyebi bango. Alors si quand il y a besoin de mabele, il faut 60%. Non, pas pour investir. Pas pour investir dans 40%, on va pas ça qui va. Pourquoi balingi kaka ekende au-delà pour bisoto zanga na ba cimetière na bazango boyoka ki yango te. Na place ya kokunda mutu ezate. Parce que mutu azio mabele na ye et comment ya ye. Moi je pense que pour cet article là, pour nous les producteurs agricoles, nous sommes en train de vous continuer à plaider que bosunga biso mabele oyo bana bakotika na wapi bandeko na bino bakosalela wapi bonepe biloko na biso soki biso toloni te moyen kolia ezate tolingi tokende kolia siko tuna na mesa wana biloko euti wana na silisi. Deuxième chose par rapport na ministère kuna balobi ba frontière nga naza na zone frontalière na Lukula naza soki na combien de frontières na niveau na ngai tango na utaki kokola tozako ke na frontière koteka kwanga pilipili mafuta tout ça lelo oyo na ba frontière toza susu na accessibilité te ya koteka ba biloko wana nazalaki na ambassade ya Angola kaka awa bango ti bazo banda kozwa ba biloko oyo bazaki kosomba epa na biso basali politique ya subvention ya ba petit producteur na bango ezate ya ba grand na Angola na ngambu na bango basali nini kaka suffit seulement ozwa 2 mètres 10 mètres carrés gouvernement aye alobi olingo bakisa apesi yo mbongo apesi yo tracteur to moto kilter bandeko okena lufu dernièrement na utaki lufu juste pour voir les suivis de quarantaine tout ça qu'est-ce qui se passe à la frontière na leli biloko nyonso oyo biso tozaki koteka na kwanga ezo uta na Angola pilipili, tomate, chou, biloko nyonso, mais tunanga ya qualité nini? Ya qualité. Tomate kaka obeti yango na mabele komi ballon, dan. Mais biso to mona yango kitoko, yango wana tozo sepela na yango na ma ville nyonso province. Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas revoir une autre politique d'accompagner ndenge maman le producteur, petit producteur parce que les grands producteurs taba lobby que bozo sala na bango nde tozoloba. Les grands et les petits devraient travailler ensemble comme c'était auparavant du temps des Belges. Alors à ce moment-là, tu as un produit de qualité. Les grands peuvent accompagner les petits. La FEC travaillait à cette époque-là comme ça avec Copemeco, c'est à cette époque-là que je voyais. Mais les loyo, donc ils ont combat il y a leadership. Fait qu'ils ont mon ngai. Hein? Bah, biso ba petit tozana na soutien parce que tozana mututé à kola de la biso. Je demande au ministre de mettre les guichets uniques. Na bazo tracasser biso à tel point tozana biso na soutien mais ba taxe na intérieur bon rekota kana gouvernement eza na ba poche ya ba individu oyo ba nommé.
bazono makabatu en fonction mutu akende ko s'enrichir kuna na frontière. Et pourquoi l'État perd beaucoup d'argent? Pourquoi ne pas mettre papa ministre le ministre yebisa tata ministre mbongo na ye nyonso ezokende na ba poche ya bato bazoko no makakuna bosala ba guichet ini soki ini polo bukango na ebite ba guichet oyo kozala OCC mbongo na ye autant kingani mbongo na ye autant kingani mais tango eleki bokoti si service moko te kozana importance wana tozana manque ya gagner soki mboka oyo tolingi kosala malamu partout mettez les guichets unis tout le monde est dans les pays voisins tokendaka na Sénégal Mali parce nga na koti ata taxi kaka ya pamba ba chauffeur oyo batona ni na nzela bazolia mingi kutu soki ba wewe soki ba nini ba batwana kana ba nzela wana bakotisa ka batna mitu soki seko soki se aseko mbongo combien ezokendeke kaka ezokendeke na mboka nini tandis que banzela nyonso ezobeba. S'il y a une bonne organisation, on peut réparer les routes même avec nos propres argent qui entrent dans toutes ces associations, encadrer les associations qui existent. Comme c'est une grande entreprise, si le gouvernement travaille en partenariat, pour ça. Le représentant ministre a répondu. Kasi ni saka kwa yeba tozali awa pona topesa bango ba suggestion ya kosalela pona mboka oyo tolingi yango tozo souffrir tolingi gouvernement na biso azioka botika te ke tango yoki ozobanga kokende benga ngai na kende kokomisa ye parce que eza makakufuso kende kokomisa na ministre te benga ngai na kende kokomisa ye bana koloba tango mususu bakupesa nga susu parole merci toboyenga te merci. Je m'appelle Coco Kapinga. Je suis gestionnaire au marché agricole Assiette du Peuple, le marché initié par le ministère de l'Agriculture pour encourager la production locale de bio. Je voulais mettre l'accent sur les subventions parce qu'étant sur terrain, sur la place commerciale, je suis dans la commercialisation, j'ai ce souci-là que les producteurs, le petit surtout, aient des moyens de subventions pour améliorer la qualité ou la quantité de notre production. Voilà, Cathy. La OCC, quelque part, je ne sais pas si j'ai bien suivi, après l'intervention de maman ministre, le représentant du ministre a parlé quelque part, il a dit que l'OCC n'a pas de moyens pour aller faire, je ne sais pas, vérifier ou des enquêtes au fond, mais seulement parallèle, je crois. Seulement, je suis concernée parce que nous sommes acquis et nous voyons la réalité et tout autre. L'OCC n'a pas de moyens, c'est vrai, pour aller ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe à Kin? Pourquoi on a du Gifier, Saziste, whatever, partout ici à Kin et l'État ferme les yeux? J'ai ma petite sœur qui a travaillé, excusez-moi, on s'est dit, c'est une vérité. Elle a fait un stage et on a vérifié ces produits-là, c'est du faux, c'est du fake, ça rend malade. Et on les tolère, on les consomme. Alors qu'on parle de la sécurité alimentaire, ça fait mal. Donc notre État doit vraiment travailler là-dessus pour nous aider, quoi. Voilà. Toutes les observations qui ont été soulevées sont fondées. C'est vrai. Nous pouvons reprocher à l'OCC un manque de professionnalisme, mais je vais vous dire que je vais vous rappeler que c'est un problème qui est complexe. J'insiste que l'OCC ne contrôle pas la frontière la nuit. Ce qui se fait la nuit, la fraude qui se fait la nuit, vous voulez que l'OCC fasse quoi? Vous voulez que l'OCC fasse quoi? Il ne gère pas la police. Ce qui se passe, toutes les fraudes qui se font, ce que j'ai décrit là, les pagnaroles, c'est pas mal le phoque et tout et tout. Ce n'est pas le ministre. Je vais rappeler qu'un jour, monsieur le ministre du Commerce extérieur avait effectué une visite à Louvre. Ce jour-là, il arrive à Louvre. Pendant 2 heures, il n'a pas vu un seul véhicule passer à la tour. Les gens étaient informés, ils ont appelé de deux côtés. Aucun véhicule n'était visible. Alors qu'on sait qu'à Louvre, c'est chaque minute, il y a un flux continu de véhicules. Mais le ministre arrive, il trouve un décor planté, on chante et tout ça, le ministre commence à s'installer des calicots et tout et tout. Mais
pendant 2-3 heures, il ne regarde pas le véhicule. Donc, on fait croire que là, il n'y a pas d'activité, vraiment, alors qu'il est informé que c'est chaque seconde, que c'est chaque minute qu'il y a toujours un mouvement de véhicule. Disons, on a parlé de la subvention. C'est vrai, le protocole de Maputo, que la RDC avait ratifié, voulait à ce que, non, exiger aux pays africains d'affecter 10% de leur budget à l'agriculture. Je vous informe que le Mali est à 13%. On peut planifier, on peut soigner, on peut enseigner, tout. Et donc, le problème de subvention ne relève pas vraiment du commerce, c'est un problème du gouvernement central. Et le gouvernement central, je vois le pouvoir, le pouvoir législatif et tout. L'OCC, je n'ai pas dit qu'il n'a pas de moyens, j'ai dit que l'OCC n'a pas le pouvoir. Son pouvoir est limité. L'OCC n'a pas une police qui surveille la frontière à lui. C'est un problème d'attribution. Je veux aussi rappeler que, là je réponds à Mme Lukula qui a parlé du guichet unique. Le 29 décembre de ce mois, donc dans quelques jours, le ministre du Commerce extérieur va organiser une grande activité, je pense que ce sera ici à l'hôtel Fleuve, qui consiste à transmettre officiellement l'alias documentaire électronique du guichet unique. Ça veut dire quoi? En RDC, pour exporter, pour importer, il y a 77 documents qu'il faut remplir. Des différents ministères, agriculture, c'est pas moi, transport. Alors, tous ces documents, nous sommes déjà à 66 documents dématérialisés. C'est-à-dire, à partir de votre téléphone, vous êtes chez vous à la maison, vous avez besoin d'un numéro d'import-export. Vous composez, vous entrez dans les sites du commerce extérieur. On vous dit payer par exemple autant. Avec votre compte bancaire, vous payez. Immédiatement, vous envoie un numéro. Vous l'introduisez. Il vous envoie dans les sites du ministère. Immédiatement, on vous délivre votre numéro d'import-export sans vous déplacer. Ce que la dame a dit, c'est une vérité. Et donc, cet argent-là, ici à Kinshasa, nous allons parler de la chaleur humaine. Donc, on veut voir la chaleur humaine, alors que c'est une corruption. Nous rançonnons la population, et donc cela va prendre fin. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir votre numéro d'import-export à partir de votre téléphone. Nous sommes dans une phase de transition, mais le 29 décembre de ce mois, nous sommes encore en discussion, soit ici à l'hôtel Fleuve ou alors à l'hôtel Hilton. On va lancer, l'activité sera co-présidée par le ministre du Commerce extérieur, puisque c'est lui le patron, mais qui gère la douane, c'est la DGA, donc avec son collègue ministre des Finances. 29 décembre, voilà. Dans quelques jours. Alors, c'est la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. On devait manger quelque part, nous avions vu dans cette alimentation des fruits. J'étais intéressé par l'ail. J'ai vu des gousses d'ail d'une dimension extraordinaire. Moi, comme A2 en agronomie, prof, je suis A2 en agronomie, j'ai été surpris de trouver des gousses d'ail de très grande dimension. Vous voyez, la plupart des sièges sont vides, puisque c'est l'agriculture, les gens ne veulent pas participer. Donc nous devons arriver à mettre à valoriser notre agriculture. Comme je disais, c'est une image, je vous dis, c'est une ressource qui est inépuisable, une ressource qui est renouvelable. Ne voyons pas seulement les minéraux, voyons l'agriculture. Excellence, le ministre provincial, la certification de l'OCC soit des niveaux, des standards internationaux. Et donc, le ministre travaille là-dessus. C'est un processus, le pays est grand, mais dans quelques laboratoires, quand même, il y a des actions qui sont en train d'être menées. Alors,
mais aussi, je dois dire que le RECOS a été défini. Il est prévu l'installation des comités provinciaux de RECOS qui seront soumis qui seront donc présidés par les gouverneurs de province. Donc dans chaque province, on va installer les comités provinciaux de RECOS. Et ces scanners, ces balances sont connectés directement à la capitale. Les postes frontaliers, par exemple, qui est à Mahagi ou qui seront construits au Katanga, si un camion passe et qu'il contient, par exemple, du chanvre, immédiatement, l'OCC, ou c'est pas moi, l'OCC Katanga sera informé, l'OCC de la Zambie sera informé et Kinshasa et Lusaka seront informés instantanément. Voilà, ces infrastructures sont en train d'être construites. On l'a fait, malheureusement c'est à l'est où il y a la guerre, mais à Mahagi c'est déjà opérationnel. On le prévoit à Kassidi, à Buju, à la frontière avec le Burundi, avec la Tanzanie, avec la Zambie, ça fait 6 postes frontaliers qu'on va construire. Il y a aussi un projet pour l'OUF, et ainsi de suite. Donc, avec ces postes frontaliers qui sont équipés par de matériel de pointe, il y aura donc une transmission instantanée des données. Les données qualitatives et même des données quantitatives. Mais aussi pour le produit, disons certaines des produits sécuritaires. Je donne l'exemple des matériels de l'armée. Quand l'ANC, par exemple, veut faire traverser les armes et doivent passer par les scanners, les deux États se communiquent pour dire que ce conteneur contient des biens qui concernent, disons, l'armée, la sécurité. À ce moment-là, alors, il y a un mécanisme qui a été prévu pour qu'il puisse passer sans être scanné, puisqu'il ne faut pas aussi exposer le gouvernement. Voilà. Ainsi, l'opérateur économique qui investit à ces postes frontaliers, il va fournir des gros efforts pour que ces pagnardes, pour que ces loufoques et tout ça soient, disons, découragés, pour que tout le monde passe par les postes frontaliers, puisque plus on passe par les postes frontaliers, plus il gagne. Comment il s'est fait payer? Il s'est fait payer par les PPP. Tous les services qui sont rendus au niveau de la douane, c'est lui qui récupère l'argent. Il ne demande rien à l'État congolais ou à l'État zambien. Lui, il investit, il récupère son argent à travers les matériels qu'il a installés là-bas. Les scanners, quand les camions passent, on paye et c'est l'opérateur économique qui reçoit donc l'argent. Voilà un peu, donc il y a tout un programme pour lutter contre toutes ces antivaleurs que nous rencontrons dans les commerces frontaliers. Elle possède un potentiel agricole qui est immense, encore largement sous-exploité malheureusement. Imaginez ce que pourrait représenter pour une famille, un village,
même une nation entière, une agriculture qui est durable, qui est résiliente et qui fait face au changement climatique, une agriculture qui va être moderne. C'est ici qui va venir le rôle de l'Union africaine et du programme du développement de l'agriculture africaine. Et par là, je représente le cluster agriculture et économie rurale qui joue un rôle crucial pour transformer ce potentiel en réalité. En effet, on définit les cadres stratégiques, harmoniser les politiques agricoles, soutenir les pays pour atteindre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Le CAADP, quand je viens de dire le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, c'est le principal cadre pour cette transformation. Il vise à faire quoi en fait? À accélérer la croissance agricole, à éliminer la faim et la malnutrition, à attirer plus d'investisseurs pour le domaine de l'agriculture. La nouvelle stratégie de 2025 à 2035, qui met l'accent sur la résilience climatique, les chaînes de valeur agricoles, le commerce intra-africain et surtout sur l'emploi des jeunes et des femmes et l'autonomisation des femmes. C'est ici que tout va se jouer. Dans les mains des jeunes, des femmes rurales et des communautés qui travaillent la terre chaque jour. L'accent est mis sur les petits exploitants agricoles, les femmes rurales et les jeunes, pour une approche qui soit réellement inclusive et participative. Ces efforts-là sont soutenus par les partenariats internationaux et alignés avec les objectifs du développement durable. Mais l'acteur clé ici, c'est qui? La société civile. L'ECOSOC, elle représente la voix de la société civile, des communautés africaines. Nous veillons à ce que la politique reflète la réalité du terrain, ce qui se passe réellement. Nous veillons à ce que les politiques reflètent ce qui se passe dans le terrain et nous assurons le lien entre les villages, les décideurs nationaux et les institutions de l'Union africaine. C'est ce lien qui transforme les ambitions en impact réel sur le terrain. L'agenda 2063 nous appelle à une Afrique prospère, inclusive et résiliente. L'agriculture est définie et identifiée comme un moteur de croissance économique, un vecteur d'emploi et un pilier de dignité et de paix sociale. Aujourd'hui, nous avons des stratégies, des cadres et des partenaires pour transformer l'agriculture africaine. Mais le succès dépend de nous tous, c'est-à-dire décideurs, acteurs de développement et les citoyens. Ensemble, nous pouvons faire de l'agriculture le cœur battant de l'Afrique, forte, autonome et prospère. Passe à structure l'Afrique. Merci pour toutes vos questions, encore une fois. J'ai bien aimé la souveraineté financière, c'est vrai. Comme on parle de la souveraineté alimentaire, on devrait avoir la souveraineté financière africaine, c'est très important. Ça me dépasse un peu, je ne sais pas. Oui. Sinon, pour la tractabilité et la mise en place de ce programme, à l'issue donc de ce colloque, des recommandations vont être transmises. On aurait une réunion dans 2 mois pour lesquelles je vais présenter le rapport de ce qui a été discuté ici. Et de là, on pourrait vraiment avoir les réponses et le suivi, bien sûr, à transférer cela avec notre coordinateur qui est ici présent, avec le ministère de l'Agriculture de la RDC. Donc, tout va être pris en considération et les réponses vont être, bien évidemment, vous allez les recevoir. Ok. Merci. Chers modérateurs, Excellences, Madame et Messieurs les ministres provinciaux ici présents, Madame Sarah, Monsieur le Président de cette organisation, différents invités à vos titres et qualités, tout protocole observé,
vous avez permis le changement des rôles pour que nous puissions quitter la modération et être parmi les panélistes. Nous représentons ici l'Université de Lubumbashi par sa faculté des sciences agronomiques et envoyé à mission autorisé par M. le recteur de l'Université de Lubumbashi, j'ai cité le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Jubert, pour que nous puissions réfléchir au niveau de ces colloques de haut niveau. L'idée était montée au niveau des dirigeants pour réfléchir sur l'après-mine. Et le thème de ce colloque, c'était les cuivres verts après les cuivres rouges. Ce symposium a fini par une recommandation phare qui était celle de l'implication des miniers dans le développement de l'agriculture. Ainsi fut née en 2010 par là une commission provinciale qui devait s'occuper de l'encadrement des agriculteurs avec l'appui des miniers. Et le programme avait porté le nom de 500 hectares de maïs pour les entreprises minières, 100 hectares pour les importateurs de denrées alimentaires, 1 hectare pour chaque exploitant agricole dans les différents territoires. Et là, nous nous retrouvons en 2021 lors des États généraux sur l'agriculture, dans cette même salle, avec la vision phare qui est celle portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que celui qui vous parle maintenant est le président du bureau des rédactions des résultats des États généraux. Nous avons travaillé avec Monsieur le secrétaire général de l'agriculture actuel, qui était l'un des piliers de ces réflexions. Et nous voulons dire ici merci donc à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a eu cette vision noble de la revanche du sol sur le sous-sol. Et il a été demandé aux experts que nous sommes de pouvoir proposer des idées pour que cela puisse être concret. Mais c'est fait heureusement qu'avant que ça ne soit une initiative des universités des experts que nous sommes, cette initiative est portée par son Excellence Monsieur le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, j'ai cité Honorable Moïse Dozangui, qui, au niveau du gouvernement de la République, porte la révolution agricole agressive avec une synthèse sur la mise en œuvre de cette vision de la revanche du sol sur les sous-sols. Je vais donc ici vous faire l'économie, tout en agissant comme expert, c'est que commenter chaque point relatif au plan stratégique de la mise en œuvre de la revanche du sol sur les sous-sols. Autrement, ça serait vouloir proposer autre chose, alors que celui qui a les attributions de développement des secteurs agricoles dans ses attributions a déjà un cahier de charges qu'il faut plutôt porter, faire présenter au public que nous sommes pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme amélioration. Qui est un minerai qui est présent souvent dans des sols qui sont aussi qualifiés comme étant des sols acides. Alors quand vous êtes dans une situation de sol acide, même si vous apportez les engrais communs, s'il s'agit de phosphore, ça va former des chélates avec l'ion aluminium et ça va précipiter. Quelle est la conséquence? C'est que malgré que vous apportez des engrais, ces engrais-là ne seront pas utilisés par les plantes. Et on va arriver à des rendements faibles. Ce qu'il faut, c'est d'abord amender le sol pour augmenter son pH et arriver à des rendements acceptables. Pour que nous ne puissions pas nous éloigner de Kinshasa, nous allons prendre l'exemple de Bukandalozo. Vous connaissez ces grands projets. Mais les rendements par hectare étaient de 3 tonnes. C'est faible pour une agriculture industrielle et mécanisée.
C'est très faible parce que dans la région de Lubumbashi, on arrive jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. C'est qu'il y a un problème naturellement, comme on l'a dit, avec la fertilité du sol. Alors il faut amender les sols. Il faut donc utiliser les fertilisants. Ici, nous parlons des engrais chimiques qui peuvent être utilisés. Alors, il y a les engrais chimiques pour résoudre les problèmes de fertilité des sols, mais pour éviter toute confusion, nous avons aussi dans notre pays des sols alluvionnaires, nous avons des sols volcaniques qui sont très riches. Ce sont ces sols qu'on trouve dans les grands Kivu en général. Ces sols sont très riches. Même sans amendement, sans engrais chimiques, ces sols peuvent produire. Les sols alluvionnaires, ce sont des sols qui se trouvent dans les fonds des vallées. Quand vous voyez la vallée de la Lufira, vous avez la vallée de la Rugumba. Lufira, nous sommes dans les Haut-Katanga. Rugumba, nous sommes dans les Tanganyika. Vous avez la vallée de la Ruzizi, nous sommes au sud Kivu. Si vous avez d'autres vallées, vous pouvez continuer à les lister. Ces vallées sont très riches. Là, on peut se permettre de mettre des cultures comme le maïs sans fertilisant. Mais quand vous êtes dans des régions où il faut absolument amender les sols, et refuser de les faire consistera à mettre sa semence dans les sols et puis on n'a rien comme rendement et ça devient difficile. L'agriculteur abandonne même l'agriculture. C'est ce qui arrive autour de Lubumbashi. Pour ceux qui cultivent le maïs sans engrais, c'est une perte perdue. Mais il existe d'autres cultures qu'on peut pratiquer sans faire recours aux engrais. En fait, qu'il soit dit ici que les engrais, c'est en fait un complément alimentaire qu'on apporte au sol pour que ça puisse nourrir des plantes lorsque ces éléments ne sont pas en quantité suffisante dans les sols. Donc dans la politique du gouvernement, il faut installer ces usines dans les endroits, dans plusieurs endroits à travers la République, afin de faciliter, n'est-ce pas, l'accès aux fertilisants. Alors il n'y a pas que le problème de fertilité des sols, il y a aussi des problèmes de pression des maladies et ravageurs. Le secrétaire général a dit le matin, c'est qu'avec l'ouverture des frontières, vous savez que les micro-organismes n'ont pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Et si nous ne sommes pas stricts pour limiter les organismes de quarantaine, nous allons nous retrouver avec des maladies qui n'étaient pas là auparavant. Je vais donner l'exemple de la cercosporiose du maïs. C'est une maladie fongique qui est causée par les Cercospora maïdis. C'est un champignon importé du Zimbabwe lorsque les Katanga produisaient les hybrides à partir des semences achetées au Zimbabwe. Cette maladie s'effrite dans la zone de Lubumbashi, mais elle est absente à Kanyama, elle est absente au niveau de Kalemi, pour expliquer que son entrée était favorisée par l'usage des maïs hybrides du Zimbabwe. Donc nous comprenons qu'on a des problèmes. Quand vous allez au niveau des bananiers, vous avez le problème avec BBT, Banana Banchitop. C'est une maladie qui ravage les bananiers. Il y a la cercosporiose aussi des bananiers. Bref, nous avons des maladies. Alors ces maladies-là des plantes cultivées, il faut lutter. Il ne faut pas rester bras croisés. En 2016, nous avons connu l'invention de la chenille légionnaire. C'est le docteur Frigipeda qui a ravagé la culture de maïs à travers toute la République. Il fallait agir. Et on agit en utilisant des méthodes de lutte qui peuvent partir, n'est-ce pas, des luttes culturelles, lutte génétique, jusqu'à la lutte chimique, qui est le dernier recours pour parler, n'est-ce pas, des méthodes de lutte. Et là, s'il s'agit de la lutte chimique, il faut faire recours, n'est-ce pas, aux produits phytosanitaires. On ne peut pas être dans une ville sans réserve stratégique. Covid nous a renseigné qu'il était difficile d'aller s'approvisionner loin de ses choix, de là qu'on reste. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans pareilles circonstances? Il faut avoir des réserves. Donc nous pouvons appuyer cette idée d'avoir au niveau de chaque grande ville des silos de stockage. Ça stocke quoi? Ça stocke les produits alimentaires qui sont produits où? Qui sont produits dans des grands centres de production, afin de relier les grands centres de production avec les grands centres de consommation. C'est de cette manière que nous pouvons développer notre agriculture. Je voudrais dire ici, il n'est pas intéressant de dire aux gens, allez faire l'agriculture. Ce qu'il faut, c'est rendre l'agriculture rentable. Quand elle sera rentable, les gens vont abandonner les mines pour aller faire l'agriculture. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils peuvent vivre des produits de leur travail. Au Congo, 70% sont agriculteurs et la RDC importe. Je ferme mes yeux pour que je puisse rêver un jour que cette situation change, que la RDC
ne soit pas seulement un pays reconnu comme étant exportateur de minéraux, mais que ce soit un pays reconnu comme étant un producteur de denrées alimentaires et même un exportateur de denrées alimentaires. Je vais finir en disant qu'il est important de pouvoir produire ce que nous consommons et de pouvoir aussi consommer ce que nous produisons. Je vous remercie. Vous avez montré devant tout le monde que vous êtes un professeur, que c'est ce que nous voulons pour vous. C'est comme il dit, il y a un professeur qui a mené une étude chez nous, au Kassai, Grégoire Ngalabou, qui a dit textuellement ce que nous parlons ici. Mais il a énuméré des causes profondes. Il y a un problème d'accès, il n'y a pas d'écoute. Nous, de cette agricole, il y a là-bas. Il y a la pauvreté du sol. Ici, moi, je vais seulement recommander à l'État congolais de prendre ses responsabilités. Nous avons été ici il n'y a pas une année, dans le projet qu'on a appelé le programme d'appui au développement rural. Si ce programme est d'application, je pense bien que nous n'allons pas trop plaidé. Je sais que tout ce qu'on est en train de faire ici, il y a quelqu'un qui est en train de prendre note pour amener ça au ministre. C'est le ministre Moïse qui nous a amené dans le débat. Nous avons parlé des agrégateurs, nous avons parlé des routes, nous avons parlé de balisage des rivières, ainsi de suite. Si c'est là que la presse au Congo, il y a beaucoup de projets. Les projets qui ne sont pas d'application. Nous avons connu à son temps, vers les années 2014-2015, une étude a été menée au Kassai pour cibler le filière qui peut amener le développement ou qu'on peut transformer. Une étude existe. Vous avez encore dernièrement, j'ai parlé avec le conseil de Poupa, il a une étude. Il y a des études et des études, ça reste dans les tiroirs. C'est question d'appliquer tout ce que le professeur réfléchisse. Comme mettre ça en pratique, il va y avoir un changement. Voilà ce que vous allez nous ressortir ici. C'est une intelligence qui est en train de chauffer. Il faut qu'on applique cela. Parler c'est bon, mais appliquer sur lui. C'est tout le problème. Encore une fois, mes sincères félicitations. Une intervention que j'ai beaucoup appréciée. L'agriculture chez nous. En RDC, je pense qu'on devrait d'abord commencer par définir l'agriculture. Je pense que c'est ça notre premier problème. Beaucoup de gens oublient que les habits que nous portons aujourd'hui, c'est l'agriculture. Les véhicules que nous conduisons, c'est l'agriculture. Les meubles que nous avons dans nos maisons, c'est l'agriculture. Beaucoup de gens ne pensent pas tout simplement comme ça. Je pense que c'est même là le premier problème. C'est quoi l'agriculture chez nous? La RDC était connue auparavant pour son coton. Nous avions des usines chez nous qui fabriquaient des habits que nous portions. Ce n'est plus le cas. Donc moi je pense que nous avons déjà perdu la définition de l'agriculture. Nous devons retourner là-bas d'abord. Ça c'est un. Deux, j'entends souvent, et nous le disons à mon avis de manière exagérée, les petits exploitants agricoles, les petits exploitants agricoles. Mais je pense qu'il faut qu'on mesure un peu ces langages-là. Je n'ai rien contre les petits exploitants, je pense que nous devons les soutenir. Mais le professeur a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé ici. En Belgique, c'est 7% des agriculteurs qui nourrissent tous les pays. Chez nous, nous avons 70%, mais nous continuons à avoir faim. Est-ce que nous pouvons nous concentrer sur les grands exploitants aussi? Et plutôt organiser les petits exploitants en coopérative, comme Madame le fait au Katanga, pour qu'ils ne soient plus petits, qu'ils soient grands. Et pour que l'impact soit en ce moment-là beaucoup plus important que quelqu'un qui fait un petit demi-hectare ou un quart d'hectare et en fin de compte, il a toujours faim à la fin du mois. Je pense qu'il faut qu'on revoie notre politique dans ce sens. Vous avez parlé de la mécanisation, vous avez parlé de tracteurs. Moi, je pense que comme pays, nous devons plutôt mettre notre effort sur la petite mécanisation. Nous avons eu beaucoup d'expérience chez nous avec des tracteurs qu'on a dotés, vous le savez. Les tracteurs, ce n'est pas ça qui manque en province. Venez chez nous, vous allez dans les territoires, vous allez dans les villages, vous verrez des tracteurs qui sont assis, abandonnés.
il n'y a pas de pièces détachées. Ou parfois vous avez un tracteur mais vous n'avez pas de conducteur. Ou parfois vous avez le tracteur mais il n'y a pas de carburant. Pourquoi ne pas penser à la petite mécanisation plutôt? Un tracteur, c'est l'équivalent de 30-50 motoculteurs. Je pense qu'avec un motoculteur, on peut faire 5-10 hectares. Si on en a assez, je pense que l'impact serait beaucoup plus considérable. Vous avez parlé de la pauvreté de sol. Ça, c'est une vérité. Voici ce qui nous manque aussi chez nous. Et là, je parle des provinces, là où je viens. Il nous manque des laboratoires pédologiques. Parce que souvent, nous faisons ce que moi j'appelle agriculture chancelokopamba. Donc on identifie un lieu, on jette les semences, on regarde au ciel, on prie Dieu que ça puisse pousser. Je pense qu'il faut qu'on change cette méthode. Il faut qu'on ait des laboratoires, qu'on puisse faire des études, des analyses de sol avant de se lancer. Mais l'agriculture intelligente et moderne aujourd'hui demande à ce que nous puissions inclure aussi l'irrigation dans notre agriculture. Dans le Kasaï central d'où je viens, nous avons des rivières partout. Aujourd'hui, en 2025, on ne peut plus seulement compter sur la pluie pour produire. Nous avons des rivières partout. Les motopompes, ça coûte combien? Quand le gouvernement central donne des intrants, pourquoi ne pas distribuer quelques motopompes pour qu'on puisse faire l'agriculture contre-saison, par exemple? On ne devrait pas attendre seulement la saison de pluie pour planter le maïs. On peut le produire pendant 12 mois de l'année. Donc pour moi, c'est un peu ça. Dernier point. Moi, je pense que l'agriculture, il faut le commencer tôt. Ce n'est pas aux adultes comme nous qu'il faut venir parler d'agriculture. L'agriculture, on doit le commencer dans nos écoles maternelles. L'agriculture, on doit le commencer à la maison. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants à l'école aujourd'hui? C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Dans les pays sérieux, dans les pays avancés où il y a l'agriculture qui marche, dans les écoles, il y a des clubs d'agriculture, déjà au niveau maternel. Aux États-Unis, par exemple, ils ont un programme qu'on appelle le 4H, 4H, où déjà au niveau maternel et primaire, les enfants peuvent adhérer à des clubs agriculture, où ils apprennent et comprennent la valeur de l'agriculture. Vous n'allez pas attendre à 15 ans ou à 20 ans de dire à cet enfant de devenir fermier. C'est trop tard. Donc pour moi, c'est un peu ça. Je pense qu'on doit redéfinir l'agriculture, on doit vraiment revoir ce que nous faisons dès la base. Merci. La ministre provinciale de l'Agriculture dans la province de Kasaï oriental. Je suis vraiment flattée par l'exposé du professeur. Mais il y a une dimension que le prof n'a pas abordée. Parce que quand on parle de l'agriculture, on voit la sémence, on voit tout ce que vous nous avez cité ici. Mais avant d'arriver là-bas, il faut avoir des précisions sur quel est le nombre exact de la population à nourrir. Si on a ça, il y a lieu de voir que par rapport à notre population, on peut travailler sur telle superficie pour avoir telle production et nourrir notre population et voir aussi ce qu'on va exporter. Mais jamais on n'aborde pas ça. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord son excellence? On peut planifier ces balles de ce qu'on ne connaît pas. Oui, parce que moi, chaque fois qu'on parle de l'agriculture, moi je suis ingénieur agronome, ça me fait mal. Parce qu'on produit pour qui? On parle de l'agriculture business, qu'on se le dise quand même. Est-ce qu'on est déjà arrivé au niveau de l'agriculture business? Non, non. Les 70% dont le prof parle, c'est dans les rapports de la FAO, de 2024, si je ne m'abuse pas. Et FAO précise bien que 70% de l'agriculture est traditionnelle. Est-ce avec l'agriculture traditionnelle, est-ce qu'on peut développer l'agriculture? Prof, est-ce que vous avez, j'ai besoin d'avoir des précisions par rapport à quelle spéculation pour nourrir quel nombre
de quantifier de la population. Et qu'est-ce qu'on va exporter? Je pense qu'on est là. On peut dire que la semence améliorée. Je suis parfaitement d'accord avec la semence améliorée. Je vais vous dire une petite expérience. J'étais à Konya, en Turquie. Mais j'étais sortie ce jour-là malade toute la journée. Il y avait des choses qui me passaient par la tête. Qu'est-ce qu'il faut? Au lieu de penser à la semence améliorée de la Zambie, de Tanzanie, des consorts qui nous amènent différentes maladies, pourquoi ne pas faire? Parce que vous êtes là comme nos têtes propres du pays. Pourquoi ne pas penser à la combinaison des différentes variétés pour voir si on peut sortir notre propre semence améliorée. Souvent, quand on parle de la semence améliorée, on voit toujours la semence d'ailleurs qui nous coûte d'abord cher, qui nous amène des maladies, qui est aussi inappropriée par rapport aux conditions de vie. Est-ce que, prof, ça, les 5, 6 et 4 ici, je suis parfaitement d'accord. Est-ce que vous avez déjà élargi l'horizon pour arriver à tout ça? J'ai dit et je vous remercie. Aux intervenants pour leurs questions et pour ce débat très impératif. Donc, pour commencer et pour répondre à madame qui m'a posé la question sur le CAADP, donc c'est un cadre, comme j'ai mentionné déjà, c'est le cadre de transformation qui vise vraiment à accélérer la croissance de l'agriculture, à éliminer la faim et la malnutrition, à atteindre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Pour ce qui est le cas du crédit agricole, c'est vrai que ça joue un rôle très important dans le financement de ce secteur-là, mais on en connaît que les problèmes et les défis restent limités pour l'accès au financement et pour le crédit agricole. Et c'est partout, c'est pas uniquement en Tunisie, mais c'est partout dans le continent africain. Tout le continent souffre pour la guerre, on aurait besoin de la paix pour pouvoir avancer, surtout pour le secteur agricole. C'est vraiment le cœur de notre continent, c'est par lui qu'on pourrait avancer. Et donc si on pourrait atteindre la paix et éviter la guerre, ça va nous aider à avancer. Parce que pour le secteur agricole, on peut vraiment on peut faire notre autosuffisance si nos pays sont en paix, et on peut éviter ainsi l'exportation d'autres pays. On peut vraiment assurer notre sécurité et notre souveraineté alimentaire. Toujours de s'aligner et de voir avec la société civile, mais même parfois on en rencontre des difficultés pour pouvoir avoir toutes les informations et des projets qui peuvent se dérouler dans certains continents, même dans le pays lui-même, et on ne connaît pas nos experts, on ne connaît pas les projets qui sont en train de se réaliser, on en manque de ça. Et donc votre idée est prise en considération et on est en train de travailler sur, et c'est ce qui est vraiment demandé, et c'est ce que par ma position ici, je demande à ce que tout le monde soit ensemble, collaboratif, interactif, et c'est comme ça qu'on pourrait avancer, parce que tout seul, on ne pourrait pas avancer. C'est tout le continent qui devrait avancer ensemble. Bacciare.